C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, dans une autre émission de Rap Politique sur Paris, présenté par Jamil Jewelry et Courvoisier. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy KKI. Donc, gros shout-out Jamil Jewelry et Courvoisier, édition spéciale sur Paname. Donc, aujourd'hui, on a un gars qui est très, très respecté, une très belle plume, un gars très terre-à-terre, c'est du rap, du rap cru, on aime ça. On va faire du bruit pour Jarod! Make some noise! Merci les gars. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, man. On a fait le déplacement sur Paname pour justement venir rencontrer des artistes d'ici, de chez vous. C'est respectable, c'est respectueux même. Ça fait très plaisir. Puis gros shout-out à Lucas Larena aussi, c'est lui qui nous a aidé à te traquer, quoi. Bien évidemment. Mon gars Lucas, un gars qui fait du MMA. un gars dangereux. Ah ouais. Dans le business comme dans la bagarre. Ok, ça je savais pas qu'il fait du MMA. Attention. Ça, je savais même pas. Faut pas boire le verre de trop avec lui, t'as capté ou pas? Et commencer à... Il maîtrise les bails de clé. En tout cas, ouais, gros shout-out Lucas. Gros shout-out mon gars Missa, Ticket, Sarah May. Oh, tous les mauvais. Je suis obligé, je sais qu'ils vont regarder ça. Il veut pas oublier, il les dit tout de suite, là. Tom, tu vois, c'est mes gars, tout ça, voilà, c'est mes gars, et respect à eux, merci, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je tiens à leur dire, parce qu'on s'appelle pas souvent, tu vois. Enfin, on est chacun d'un côté de l'Atlantique. Exact. Donc voilà. Différents continents en plus. Mais tu sais, nous autres, à Rap Politique, on aime avoir l'histoire de l'artiste, sa biographie quand même. Fait que la première question, c'est tu viens d'où exactement? Est-ce que tu es né ici? Ouais, je suis né à Paris. De quelle origine? Ma mère est austro-hongroise. Mon père est algérien. Mon père vient du bled, il vient d'Algérie, enfin il est né en Algérie. Ouais, je t'ai déjà entendu rap des Z. Voilà, par contre ma mère est née ici, donc, mais moi je suis né à Paris même, dans le 9e arrondissement. C'est deux religions différentes, t'as grandi à la maison avec deux religions quand même? J'ai connu la religion catholique avant tout, parce que c'est ma grand-mère, père son âme, qui m'éduquait à ce niveau-là. Et puis plus tard j'ai connu l'islam, mais pour moi... J'aime pas aborder le sujet comme ça parce que pour moi, tout ça, c'est la même religion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens adorent le même Dieu et bon, c'est un grand débat, on peut en parler longtemps, mais en fait, je fais pas vraiment de différence à ce niveau-là. Même au niveau des origines, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est bien, c'est un plus parce que tu as 2 cultures, mais c'est pas un truc justement qui peut être gênant comme on le voit assez souvent, tu vois. Parfois, ça divise. Et c'est ça qui est dommage et je tiens vraiment à dire que moi justement c'est quelque chose qui m'a permis de m'enrichir, tu vois, d'avoir 2 cultures. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que la part des gens qui ont grandi avec les 2 religions à la maison, à un moment donné, ils finissent athées. C'est malheureux parce qu'en plus, enfin, quoique non, c'est peut-être même pas malheureux. En fait, c'est juste, je pense chacun... Et puis même, il y a différentes manières d'amener la chose. Et tout le monde l'a même pas de la même manière. Quand tu sens que tu es tiré à gauche, je comprends. Ou à droite, il faut que tu choisisses un camp. Bien sûr. Et c'est ça qui est dommage. Je pense que c'est mieux de présenter à l'enfant, voici, et dans un cadre où est-ce que les parents sont capables même de montrer qu'ils sont capables de s'aimer. Moi j'aurais même carrément dit, mais c'est pareil. Cherche pas, il n'y a pas... Oui, c'est pareil. C'est juste chacun sa manière de faire. Mais comme tu célèbres Pâques, Noël, des trucs comme ça ou... Non, dans ma jeunesse, oui. Dans ma jeunesse, avec ma famille, du côté de ma mère, en tout cas, bien sûr. Du côté de mon père, non. Mais oui, quand j'étais jeune, Noël, même pas quand j'étais petit. Les œufs de Pâques, tout ça, et cacher des œufs dans le jardin. Chez mon grand-père. Et mais je fais de plus, enfin... Non, je fais de plus vraiment. Tu parles combien de langues, toi?
Je parle combien de langues? J'en parle 2. Je parle français et l'anglais. Et puis l'arabe, je touche, ça va un petit peu, quoi. Je comprends, je peux baragouiner quelque chose. Tu peux te débrouiller. Mais non, par contre, tout ce qui est... je suis jamais allé en Hongrie, par exemple, ni en Autriche. Je connais pas. Je connais pas. J'ai pas eu cette culture-là. Un peu. Quelques bribes dans ma jeunesse de par ma grand-mère, mais ma mère est née en France, donc... Ok, t'es allé en Algérie? Algérie, oui, bien sûr. Je suis allé la dernière fois que je suis allé, c'était en 2006. Ça fait longtemps. Ah oui. Ça fait avant longtemps. YouTube. Ouais. Avant YouTube. C'est fou. Avant le boom de YouTube. Ça fait longtemps que t'es dans le game quand même. T'as grandi où? C'est quoi ton secteur ici? Dans plusieurs secteurs. Je suis né dans le 9e arrondissement. J'ai passé beaucoup de temps dans le 9e arrondissement à mon adolescence et même à l'âge adulte. J'ai grandi dans le 18e arrondissement et dans le 19e arrondissement. C'est le nord de Paris, en tout cas. C'était dans le nord de Paris. Ok. Mais c'est dans le périph' même, ça. C'est à l'intérieur de Paris, bien sûr. C'est pas en banlieue. Je suis parisien. Parce que la banlieue, pour nous, c'est peut-être pas comme certains pays. C'est la banlieue et Paris, c'est Paris. Bon, maintenant, ils essaient de faire le Grand Paris. C'est ça, la grande région. Mais à la base, il y avait toujours eu une différence, mais même culturelle, entre la banlieue et Paris, mine de rien. C'est pas la même... C'est pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas pareil. Ok. Parce que moi, je dis au monde, on est sur Paris présentement, mais c'est 9-4, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est des départements différents. Le 75, c'est Paris. 75, Paris. Ok. C'est Paris même, intramuros. Ouais. C'est intéressant quand même. Ok, fait que t'as grandi sur Paris même, t'as fait ton lycée là-bas et tout? Bien sûr. J'ai même pendant 2 ans, j'ai habité dans le 60, aux alentours de Compiègne. C'est une ville... c'est au nord, en fait. C'est à quoi? C'est à 1 heure de Paris. Mais ouais, je suis allé au lycée, dans le 9e arrondissement, au lycée Lamartine. De très bons souvenirs. J'en ai fait 2-3 autres. Non, 2 autres. Et puis oui, collège. Je te faisais renvoyer de l'école? Ouais, je me suis fait renvoyer. En fait, juste avant la fin de l'année, ma première année de lycée en seconde à Lamartine, avant la fin de l'année, parce que vas-y, je faisais des conneries. J'étais pas mauvais, mais je faisais quelques conneries. J'étais jeune. Ouais. Voilà, tu vois, on essayait de faire un peu notre argent. Et donc après, je me suis retrouvé dans un lycée. J'ai dû faire 1 mois pareil. Vas-y. Tu vois, les trucs d'enfants, bagarre, tu te fais virer, après tu te retrouves à la rue, tout le monde va à l'école, toi t'es là, t'es en train d'errer dans les rues. Ça commence comme ça. Mais je pense que je peux te donner un cours, tu dis. Envoyer des coups chez le fer, mais bon, des fois, j'ai dû toucher le fer, et ça doit finir au comico chemter. Grosse ligne, hein? C'est quelle chanson, ça? Grosse ligne, ça c'est Termine, le dernier Termine. Ouais. Oui, on n'est pas encore rendu là dans l'histoire, mais j'aime, t'es un gars, t'es un rapper, t'as des bars. T'es un gars comme, tu sais, on sait que tu dis, qu'est-ce que tu dis, c'est bien dit, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y a des punchs. Mais oui, depuis, dans tes débuts, parce que toi, tu as commencé avec un groupe sur l'Institut. C'est ça. Fait que ça, c'était ton premier groupe? Oui, c'était le premier groupe qui s'appelait initialement 7-5 Homicide. Comme je vous disais, 75 Paris, en fait. Ok. Et ouais, c'était mon premier groupe. Bah, c'est avec eux que j'ai connu le rap et la section d'assaut à côté aussi, parce qu'ils avaient leur groupe, mais on était un peu tous ensemble. Exact. Et ouais, c'est comme ça que j'ai connu le rap et c'était vraiment de très belles années. On s'est bien amusé. Mais ton nom de rappeur, t'as toujours été Jarod ou ça avait changé? Non, je m'appelais R.I.M. Parce que mon nom c'est Karim, mon prénom c'est Karim. Donc Rimka, R.I.M. Tu vois, bah, nous on prend le verlan. Je sais que chez vous il n'y a pas encore le verlan. Ouais, on s'y connaît un peu là. Ouais, je sais. J'ai vu ça. Mais ouais, voilà, c'était mon premier nom. Et puis un beau jour, Gims a décidé de m'appeler Jarod. J'aimais pas. Et tout le monde m'a appelé comme ça. Donc à la fin, tu choisis pas. Non, parce que je faisais justement. Je parlais déjà 2-3 langues. Alors à l'époque, personne parlait toutes ces langues. Je fréquentais différents milieux. Je faisais différents styles de musique. Je faisais pas que du rap, tu vois. Je chantais. Donc, il m'a dit, tu devrais... Parce que Jarod, c'est le... Ah oui, peut-être que... Vous, le nom de la série, ça doit être The Pretender. Ça vous dit quelque chose? The Pretender. Oui. Pretender. Jarod, le caméléon.
Ah, c'est pour ça, c'est genre. Change de métier à chaque caméléon. T'as compris. Le caméléon. T'as compris. Le putain de. Le gars qui change de... Parce que je faisais plein de métiers aussi. J'ai fait beaucoup de métiers. Ok. Ça, ton équipe. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé comme ça. Ça, ton équipe, le caméléon. T'as compris. C'est pour là, j'en comprends. Ouais. Parce que c'est vrai, même dans ce groupe-là, dans l'institut, il me semble que t'étais le seul de peau claire, là, comme il n'y avait pas. Ouais. T'étais le. T'es la minorité visible. Incroyable. Non, c'était incroyable. Même mon père, il me disait ça, mais attends. Les gens, ils me disaient, mais t'es le seul. Bah ouais, mais je sais pas. Enfin, je sais pas. Comme je t'ai dit, moi, je fais pas de différence, tu vois. C'est ça. T'as la peau rouge, noire, c'est pas mon problème, tu vois. Tant qu'on est là, on rappe ensemble, c'est cool. Non, mais il y en avait. Non, j'étais pas le seul. Il y avait 2 Maghrébins aussi avec nous dans l'institut. Il y avait 2 Portugais parce qu'on était beaucoup. Ah, ok, ouais. Mais tu les vois pas forcément dans les vidéos. En fait, on n'a jamais été tous réunis au même moment parce qu'on était une vingtaine d'artistes en fait. Puis il y avait les frontmen aussi. C'était un collectif. Puis les frontmen, on voyait à peu près les frontmen. Bien puis sûr, les et puis même section d'assaut à l'époque, faut savoir qu'ils étaient une vingtaine. Il y avait 20 personnes dans section d'assaut. C'était des collectifs en fait. Et après, petit à petit, bah voilà, il y a ceux qui veulent le faire dans un autre rythme et plus sérieusement et en faire une carrière, tu vois. Donc l'effectif se réduit et c'est ce qui s'est passé aussi dans l'institut, je pense, avec le temps. Mais toi, t'étais quand même des gars de l'avant-plan dans l'institut, je trouve. T'étais là. J'étais investi. Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup ça et pour te dire, je produisais avant l'heure, avant de savoir même que j'étais producteur, tu vois. La plupart du temps, je payais les séances studio, tu vois. Mais je le savais pas, moi, je le faisais parce que c'est moi. Pas tout le temps, hein. Des fois c'était d'autres membres, mais des fois j'organisais les séances studio et donc c'est moi qui gérais le planning et qui payait. Mais je savais pas que j'étais producteur. Tu vois, à la base, c'est ça, quand tu payes, tu produis. Ben c'est ça en fait, mais je savais pas. Après t'as dit, ah là, les pourcentages, on va parler de pourcentage. J'ai lu sur. Fait, en entendant ça, peut-être c'est la business aussi. C'est souvent la business qui interfère avec les gros crews, quand on commence à prendre ça plus au sérieux. Là, tu réalises que c'est moi qui paye, mais là, personne paye, fait que c'est moi qui dois faire tout l'argent, c'est moi qui a payé. Ah, mais non, mais moi aussi, parce qu'au début, il n'y a pas vraiment d'argent inclus, fait que c'est sûr que ça peut pas être un clash, parce que on y croit peut-être pas, on n'a pas vu d'argent, fait on fait pour le love, mais ensuite, il y a les streams, ensuite, il y a celui qui est plus dans l'avant-plan, celui qui est plus populaire, puis à un moment donné, c'est là qu'il y a les clashs, parce que c'est comme là, il faut parler business, là. Bien sûr. On n'a pas parlé de ça au début, puis il n'y avait pas eu de contrat. Bien sûr. Là, comment on règle ça, tu sais? Non, je suis d'accord. C'est exactement ça. Parce que quand même, section d'assaut, tu parles justement, Maître Game, c'est un des plus grands à le faire aujourd'hui, un des plus gros artistes français. Bien sûr. Et puis, vous avez travaillé ensemble. Et puis, mais comment est la relation aujourd'hui? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu vois, lui, il a décollé dans son truc. Moi, j'ai quitté Watibé à ce moment-là parce que j'ai voulu monter mes structures indépendantes, tu vois. J'ai voulu créer ma société. Je voulais pas être artiste d'un label, en fait. Je voulais être artiste de mon propre label. Donc, j'ai quitté le label Watibé, avec qui tout le monde était, la section et des membres de l'Institut. Et donc, tu sais, quand les intérêts divergent, même si on était amis, on a fait notre adolescence un peu ensemble tous, tu vois. On a partagé des super bons moments, mais après, voilà, c'est le business qui rentre en compte, et puis chacun fait sa vie. Tu sais, quand... Mais Maître Games, Black M aussi. Oui, bien sûr, j'étais au lycée avec Black M. Mais c'est quoi qui est arrivé? Le lycée d'où je me suis fait virer. mais à la base, comment t'as rencontré Dawala à la base pour... Dawala, c'est venu après. C'est quand la section avait signé avec Dawala. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais enfermé, il me disait, il m'appelait, et moi, j'ai commencé à aller voir à la télé. Donc pendant 7 ans, il rappait. Moi, je les voyais à la télé depuis ma cellule. Toi, t'étais locked up. Et je disais, waouh. Et bon, moi, je leur faisais la promo à fond dans la prison, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, à fond. Je leur disais, rentrez-moi des CD et tout ça au parloir. Je rentrais des CD, les t-shirts, je donnais à tout le monde. Les gars, en plus, à l'époque, c'était le rap de Paname, Paris même, le 7-5. Il n'y avait personne. C'était pas respecté. C'était 9-4, c'était 9-3. Les Rof, les Booba, c'était eux. C'était le rap un peu racailleux. Mais Section, ils sont arrivés avec un autre truc, tu vois. Donc au début, ils avaient du mal à... démarrer. À kiffer ça, là où j'étais. Mais après, quand ils ont commencé à voir que ça marchait à la télé, radio, et donc eux m'ont appelé et m'ont dit, bon, voilà, quand tu sors, vas-y, tu fais la musique, quoi. C'est mieux parce qu'il y a un truc, hein, c'est mieux pour toi, tu vois. Et donc je suis sorti et c'est là qu'ils m'ont présenté Dawala. Et donc que j'ai mis le pied professionnellement dans la musique parce que pendant des années avant, on le faisait. Enfin, eux le faisaient beaucoup plus sérieusement que moi. Eux avaient vraiment, je pense, leur objectif dès le départ. Moi, on va dire que c'était plus une passion. Carrément, j'avais même arrêté un temps, tu vois, parce que c'était juste une passion. Et quand je suis sorti, je me suis retrouvé parachuté là-dedans. Ils m'ont dit ça, c'était une option qui était devant moi
à ma sortie de réinsertion, entre guillemets. C'était une sorte de réinsertion. Réinsertion sociale. C'est ça. Et donc, j'y suis allé. Et puis, le chemin a été riche. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi qui me voir. censure comme ça? checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte, En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. mac and cheese, Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Fait que c'est quoi qui t'est arrivé à la longue avec les gars, justement, Black M et puis l'autre là, qu'on parle là. L'autre là. Et puis Maître Games et tout ça, parce que lui, il est quand même à un niveau où il aurait pu te faire un appel, juste une petite recommandation, quelque chose. Je suis sûr qu'il préfère des affaires bouger encore plus, malgré ça semble aller bien pour toi. Mais après, c'est son choix. S'il le fait pas, il doit avoir ses raisons. C'est ça. On a commencé ensemble, on était des amis. Et puis, un beau jour, voilà, chacun fait sa route. C'est souvent quand on est jeune, et ça marche partout, dans tous les milieux, on est beaucoup. On marche à 20 dans la rue, on traîne tous ensemble, on est tout le temps ensemble. Mais quand on grandit, ça y est, il y en a un qui va se marier, il va faire des enfants, et ça y est, les gens font leur vie, et c'est comme ça. Et puis alors en plus, quand il y a le business et qu'on est dans 2 écuries différentes, les intérêts ne coïncident pas forcément. C'est vrai que ton style de musique, c'est pas le même non plus. Pas vraiment, non. Même s'il y a une inspiration qu'on peut ressentir, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas le même message non plus. C'est juste pour ça, je pense qu'à un moment, ça a été naturel chacun de prendre nos routes. C'était mieux pour le business, c'était mieux pour les relations. Est-ce que tu sentais que la tension commençait vraiment à monter? Parce que je pense à un moment donné, je pense que t'en avais parlé, t'avais dit c'était mieux parce que ça aurait comme... C'était inévitable, inévitable parce qu'il fallait qu'on se sépare. Parce que on avait une relation basée sur autre chose. Et pendant des années, on a construit notre relation basée sur, on va dire, l'amitié purement, le fait d'être dans la rue, d'être ensemble. Dans les petites épreuves de la vie qu'on rencontre quand on est adolescent au final et la société. Enfin bref, on partageait ça. Quand le système a changé et qu'il a fallu qu'on partage autre chose, c'est-à-dire la fame, entre guillemets, le business. Ça commence à devenir compliqué. Déjà, quand les regards sont sur toi, déjà, ça y est, tout change. Parce qu'on n'est plus entre nous. Il y a plein de gens qui viennent se greffer. Donc il y a des nouvelles personnes. Qu'on le veuille ou non, c'est obligatoire. C'est ça. Surtout quand on sort un peu de la cité, où on arrive dans le milieu, il y a tout un tas de choses qui se passent et on découvre. On ne connaît pas tout ça, nous. Donc, on ne sait pas forcément le gérer. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve avec... on était 20, maintenant, il y en a 20. Sur les 20, il y en a 10 qui ne sont plus là. Et puis, on a 30 autres mecs qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, c'est plus... On va dire, c'est plus intime. Ouais, c'est ça. Nous, on se connaît, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas et... Après, il y a des intérêts. Il y a des gens qui viennent se greffer, qui veulent être managers, qui veulent être... Tu vois? C'est ça. Tout le monde convoite. Ça devient compliqué. Il y a les médias. Il y a tout. Là, tu peux plus régler le truc avec juste entre vous parce qu'il y a trop d'intervenants puis il y a trop de personnes qui vendent un rêve. Bien sûr. Moi, je peux te donner ça. Tu seras avec moi, nanana. Et puis souvent, au final, c'est pas méchant, mais ces gens-là, la plupart du temps, sont des fans. Ça veut dire de base, mais qui veulent être autre chose que des fans et qui essaient de s'insérer dans quelque chose. Et créer des positions. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ça peut marcher pour certains. Il y en a qui arrivent à se convertir et à être utiles et parfois positif même pour l'artiste. Mais parfois aussi, ça peut créer des conflits. En tout cas, tout le monde essaie de protéger son pain, quoi. Donc, si des fois, on pouvait se retrouver ensemble, il y avait Méga.
Par exemple, il y avait le manager à un tel et le manager de l'autre. Ouais. Et en fait, sauf que nous, on est tous des gars entre nous. Mais eux, là, ils se connaissent pas. Ils nous connaissent pas. Et bon, c'est ça, en fait. C'est ça qui se passe souvent. Et quand t'es pas préparé à ça et que tu connais pas ce business-là et que tu viens juste... Enfin, t'es jeune, quoi. Nous, ça nous est arrivé, quoi. On a à l'âge de 20 ans, je crois. 19, 20 ans. C'est tôt. On est jeunes, on n'est pas construit. On a connu que la rue. Vas-y. Enfin, tu vois, c'est tout nouveau. Donc, c'est normal qu'à un moment, ça éclate. Mais est-ce que tu as complété l'école jusqu'à ton bac? Non, je suis pas arrivé jusqu'au bac. Ok. Je suis pas... Mais par contre, j'ai passé un diplôme, un bac... non, un BEP, c'était pas un bac. Un BEP comptabilité quand j'étais incarcéré. Ok. Je l'ai eu. Ah, quand même. Il me sert pas aujourd'hui, mais je l'ai eu. J'ai au moins ce diplôme-là, à défaut de l'avoir eu dans le cursus normal. scolaire normal. T'as jamais été un artiste signé tous les albums t'as sortis parce que j'étais chez Watibé au tout début. Ok, au début. Signé Watibé. Ouais. Ensuite, j'étais en distrib souvent. J'étais en distrib, j'avais des deals de distribution. En fait. Ok. Ouais. Donc je bossais avec les maisons de disques. J'ai été en édition chez Universal. Chez Universal, j'étais signé en édition. Et non, j'ai bossé avec Musicast, qui est Believe maintenant, qui est devenu Believe. Ah, ok, ouais. Believe a racheté. J'ai bossé avec Pias, j'ai bossé avec Addictive, j'ai bossé avec plusieurs maisons de disques. Mais t'as toujours investi aussi financièrement dans tes projets? Oui, bien sûr. Au départ, c'était ça. On s'est autofinancé. Ouais. Et ça nous a permis de créer ce qu'on a créé. Puis ensuite, c'est devenu une économie. Et après, on a vu revenir l'argent, quoi. Ça a mis quelques années. Au départ, pendant 4 bonnes années, 3 ou 4 bonnes années, on a plus injecté que ce qu'on a récupéré. Mais c'est comme ça pour la plupart des artistes. On voit ceux-là qui ont du succès et tout, mais la plupart des artistes sont en faillite quand ils regardent vraiment les chiffres. Tu compares ce que tu as investi. C'est surtout que je pense qu'à un moment, il ne faut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, tu n'es pas rentré dans tes chiffres que ça veut pas dire que la 5e année, tu vas pas rentrer dedans. Mais c'est ça. Ton truc, il évolue. Nous, on le voyait, ça évoluait, ça montait. On faisait plus de ventes, on faisait plus de concerts. Donc, on savait que le truc allait tomber et qu'on allait atteindre ce qu'on voulait atteindre. Donc, à un moment, boum, quand tu commences à voir vraiment, et après à avoir des deals à 100K ou truc, là, tu te dis, ok. Donc, en fait, tout ça, là, je l'ai pas fait pour rien, tu vois. Et que tu commences à faire des shows et toucher de l'argent sur des fois, tu fais 2 shows par semaine. Bon, ça y est, tu commences à voir le truc, ton textile. Tu vois ou pas, il y a plein de choses à vendre. Des fois, des gars qui te contactent, des sponsors, des gens, ils te payent juste pour ta présence. Tu vois ou pas. Et là, tu te dis, bon, ok, tout cet argent que j'ai mis, ça y est, je le vois revenir. C'est cool. Mais bon, il faut réinjecter aussi, si tu veux grossir. Donc, réinvestir dans ton le bénéfice que tu dégages, il est minime souvent. Parce que si tu as injecté 50 000 l'année et que tu veux grossir l'année d'après, tu vas pas réinjecter 50 000. Donc, même si tu as rentré 100 000, tu vas injecter plus que 50 000. Donc déjà, enlève les 50 000 de base et vas-y, tu rajoutes 20 ou 30. Il te reste quoi? Il te reste 20 pour toi. Tu vois ou pas? Et encore, je dis pour toi, il y a beaucoup de frais. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, on a réussi à faire de l'argent avec ça. Mais c'est long. Il faut que les gens sachent. Enfin, ça peut aller vite aussi pour certains. Hein. Mais si tu le fais selon les règles de l'art, les entrepreneurs, ils ont du travail. Tu vois, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Mais souvent, les livres, ils disent comme ça que les 3 premières années, tu rentres pas nécessairement dans le positif. C'est à partir de la 4e et 5e année. C'est un processus. C'est ça. Fait que les 3 premières années, j'ai pas fait d'argent, fait 2 ans. C'est carrément ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est carrément ça. En fait, il y a un équilibre à trouver avec l'argent que tu rentres et comment tu veux développer ton business, tu vois. Et puis de toute façon, avec les années, ce qui est bien, c'est que vu que tu as l'expérience, tu te fais plus de contacts. Tes contacts, tu les fidélises. Ils ont déjà eu l'habitude de travailler avec toi. Ils savent que tu payes correctement. Tu peux avoir des deals meilleurs que l'année d'avant. Parce que ça y est, le gars te connaît, tu as des meilleurs plugs. Donc tu payes moins cher tes prestats. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ton nom a grossi. Donc les gens ont plus d'intérêt à venir travailler avec toi, pour, parfois gratuitement même, pour avoir la visibilité, ce qui n'est pas gratuit au final. Donc non, je pense que faut s'accrocher quand t'es indé. Quand t'es indépendant, tu vois, autonome, faut juste s'accrocher, faut patienter, faut travailler. Et tu verras les fruits, toujours. Ça, c'est une règle, c'est mathématique. Si tu travailles, tu vas voir les fruits. Mais juste patiente. Mais est-ce que tu as senti la différence de, je peux dire, de budget ou d'exposure de Watibé à indépendant? Tu as senti que c'est comme... Watibé, je gérais rien. Je gérais pas les budgets, en fait. Tu voyais pas
tous les chiffres. Enfin, si, en vrai, je les gérais parce que Dawala, ça l'arrangeait que je gère. Justement, comme il était déjà sur la section. C'est ça. Mais en fait, avec Watibé, j'ai eu la chance d'être avec les plus gros du moment. Donc au final, toutes les portes m'étaient ouvertes. Ça n'a pas été super enrichissant businessment parlant, puisque j'ai pas appris grand-chose, puisque les portes étaient déjà toutes ouvertes. Ah, c'est ça. Quand j'ai quitté Watibé et que j'ai monté ma société, il a fallu aller rouvrir les portes parce que c'était refermé après ma sortie de Watibé. Et là, c'est devenu intéressant. Et là, j'ai pu commencer à monter, à connaître mes chiffres, à connaître mon économie, à savoir combien je rentrais. Mais oui, ça a mis quelques années avant de me structurer. T'apprends sur le tas, en fait. Parce qu'on n'a pas eu de diplôme dans ça, en fait. Tu vois, ni dans le marketing, mais on a dû l'apprendre quand même. Cet âge-là en plus. C'est ça. Intéressant. Ok, parce que nous autres aussi, on a quelque chose qu'on appelle la frappe. On frappe. Et puis, je suis à un projet qui s'appelle il y a Avant la frappe. En attendant la frappe. Fin de frappe. Fait que c'est quoi la frappe? La frappe. Toi, tu dis. La frappe chez nous, c'est un. Tu vois, quand tu fumes de la bonne weed, c'est de la frappe. Tu vois ou pas? Donc la frappe, c'est ça. C'est le bon matos. C'est le bon matos. Ça veut dire si, je sais pas, je te sers une assiette bien garnie avec de la viande et trucs, et tu me dis, tu goûtes, tu dis, ah, c'est de la frappe. C'était ça notre langage quand on était jeune. C'est de la frappe. La frappe, ça veut dire c'est quelque chose qui est bien, quoi, qui est top. C'est le top qualité. Ok, c'est là que c'est venu, je n'étais pas sûr. Parce que tu as fait du temps à Montréal aussi. Ouais, t'es un gars qui est venu, tu as fait ton temps, il y avait un show qui avait été organisé par justement Lucas et Sharaf, ils avaient organisé un show. Toi, tu étais là, c'était la première fois que Lost, il performait, il venait de sortir de prison, je sais pas si tu connaissais cette histoire. Je me rappelle bien de ce show. Lost venait de sortir de prison. Lost, bien sûr. Et il était là dans le show aussi. Il était là dans le show. Bien sûr. Puis c'était toi le headliner. Ouais, mais il avait foutu le feu plus que moi. Parce que justement, les gens l'attendaient. C'est un gars de la ville, il venait de sortir de prison. Et on a vu ça. Et c'est là que j'ai découvert Lost. Après, bon, on s'est croisés, on a connecté. J'ai kiffé vraiment. Parce que c'était mon deuxième voyage à Montréal. Donc je découvrais encore. Et j'ai découvert beaucoup d'artistes là-bas qui m'ont fait kiffer. Ça m'a fait kiffer qu'il y ait un game de l'autre côté de l'Atlantique, mais francophone. Oui, c'est incroyable. Mais quand tu étais de France, est-ce que tu étais au courant de qu'est-ce qui se passait? C'est quoi t'entendais? C'est sur le terrain. Dans le sens, c'est quoi les artistes qui arrivaient à traverser l'océan sans que tu puisses... On a vu Roi Enoch, c'est tout. C'est juste le Roi Enoch. Juste le Roi. Alors on a la confirmation. C'était lui, hein. Mais on le prenait pas au sérieux en tant qu'artiste de musique, en fait. C'était plus une icône. Tu vois? Comme le personnage, les slangs, son parler, son phrasé. C'était ça qu'on aimait. Son style, son attitude. Mais pas pour la musique. Donc on se dit... Et puis surtout, il y a 10 ans, c'était pas évident de se dire qu'en tant que Français, francophone, parisien, déjà du rap belge, on pouvait pas écouter du rap belge. Alors qu'ils sont juste à côté de chez nous. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais à l'époque, écouter du rap canadien, du rap québécois, avec l'accent québécois. Vous riez. C'est comme, regarde comme il parle. C'est ça que ça crée chez nous. C'est après, avec l'ouverture d'esprit qu'on crée aussi les réseaux sociaux, et les gens ont de plus en plus voyagé, parce que malgré tout, les voyages sont devenus de plus en plus courants, low cost. Et au final, moi, c'est en allant là-bas que j'ai capté le game, en fait, le game québécois, entre guillemets. Montréal, c'est pas le Québec, enfin, c'est le Québec, mais c'est autre chose encore. Mais voilà. Vous avez snobé tous les autres francophones, à part ceux qui étaient en France, en fait. Vous deviez voyager pour dire, oh, mais non. Même ceux qui étaient en France, on les snobait. Avant, c'était Paris. C'est pareil. Paris, Marseille, un peu. Oui, Marseille. Un peu, et encore. Mais oui, il n'y avait pas le choix parce qu'il y avait des gros gars comme Ayam, comme Psychiatre de la Rime, comme Funky Family. Donc, on n'avait pas le choix. Mais Marseille, c'est vrai que même avec Marseille, on avait un peu de mal. Mais alors, si tu venais de Lille, de Blois, de Bordeaux, on se dit directement... Non, en fait. Enfin, c'était la mentalité de l'époque. C'était la mentalité courante à l'époque. On était assez fermé d'esprit. On restait qu'à Paris. Pour nous, c'était Paris, la France, en fait. La France, c'est Paris. Les autres... Ils étaient en arrière. C'est comme ça que les gens pensaient. Ils sont derrière nous parce qu'ils recevaient tout après nous. La mode, la musique. Il n'y avait pas encore tout ça. C'est ça. Et ça a tout changé. Maintenant, on a des gars de partout qui éclatent et personne ne vient leur dire « Mais attends, t'es un gars de Lille. » Alors, c'est pas grave.
Si le mec est bon, il n'y a pas de souci, en fait. Avant, il y avait ces a priori-là. Ce côté-là très conservateur, ouais, c'était puriste. pas très positif, tout ça, tu vois. C'était pas très utile, en vrai. Non. Ça fermait, en fait, plutôt que d'ouvrir. Là, maintenant que c'est ouvert, c'est beaucoup plus intéressant. Fait que là, t'étais venu... C'est quand la première fois que t'es venu à Montréal? Je crois en 2014, 2013 ou 2014. Ok, 2014, je crois. Ouais, c'était en 2014. Et c'est Lucas, d'ailleurs, justement, qui avait organisé aussi une date à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. J'étais choqué, je suis arrivé dans la salle. Moi, c'est la première fois que je mets le pied au Canada. J'étais déjà allé aux États-Unis plus jeune, mais il y a longtemps. Je mets le pied dans la salle. Ok. Enfin, déjà, j'arrive sur place, je me dis, waouh, ça faisait longtemps quand même que j'avais pas vu cette architecture, ces grandes rues, Enfin, et j'étais avec mon ami et manager de l'époque, Nervous, et mon ancien manager aussi, moi. On arrive là-bas, bon, waouh. Ah ouais, enfin, nous, on n'a pas connu grand-chose, on n'avait pas voyagé tant que ça dans notre jeunesse. Et puis, la mentalité, et puis j'arrive dans une salle, je chante mes morceaux, je vois, je sais pas, il y avait peut-être une centaine de personnes. Ils connaissent mes morceaux, mais je suis de l'autre côté de l'Atlantique. C'était bizarre, en fait. J'étais pas prêt pour ça. J'étais vraiment pas prêt pour ça, mais c'était cool, c'était top. Franchement, et après, ça y est, je suis tombé limite amoureux du Québec, en fait. Enfin, là, genre, j'y suis pas allé depuis quelques années, ça me manque vraiment. Parce que c'est vraiment un pays très intéressant et très, très inspirant, je trouve. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Ça bouge différemment, là. Même au niveau la rapidité. Ouais. Tu vois les gens marcher, les gens parler, les gens comment ils sont. C'est plus relax. C'est plus chill. D'ici. C'est là-bas que j'ai appris le mot chill. Ouais, c'est plus chill là-bas. C'était là, il me dit chill. Il faut aller chill. T'es chill, t'es bon, t'es chill. C'est quoi ce chill? Chill. Ah, ok, chill. Et ouais, il y a plus d'espace. Je te jure, il y a plus d'espace. Quand j'arrive là-bas, je me sens plus libre, plus, tu vois. C'est moins achalandé. Tranquille. Ouais, c'est vrai. On est moins vous êtes moins les uns sur les autres. C'est pas la même population. Il n'y a pas autant de monde qu'en France. Il n'y a pas autant de monde qu'en France. Nous, on est beaucoup dans un petit endroit. Vous êtes pas beaucoup dans un grand endroit. Le Canada est comme... Mais qui veut venir dans le Nord? Personne veut venir dans le froid. Moi, ça me va, moi. Mais c'est vrai que je suis venu que l'été. Moi, ça me va, moi. Bizarrement, je ne suis allé que l'été au Canada. J'ai jamais fait l'hiver encore. Une chose, t'as pas besoin. Oui, j'ai pas besoin. C'est pour ça, je me suis dit, bon, en tant qu'à faire, organisons-nous pour y aller qu'au printemps et à l'été. Ça sera très bien. Ouais. Les moins 29, les moins 35, t'as pas besoin d'expérimenter. Ça, c'est pas humain. On est né là-bas et jusqu'à présent, on n'est pas capable de s'habituer. Pas au froid. C'est pas humain. Tu t'habitues pas. Même, je pense qu'il y a Crack Game que t'as filmé à Montréal. Les vidéos. Crack Game, ouais. Je pense qu'il y a, et comme Dab aussi. Je pense qu'il n'y a pas Dawa Mafia dans la vidéo. Dawa Mafia, si, bien sûr. Parce que je regarde, j'ai collaboré avec eux, c'est mes gars. Ah, j'ai oublié de les shout-out. Dawa Mafia, c'est vu les gars derrière, toute la famille Dawani. Respect à eux. J'ai vu les gars dans la vidéo, je suis content. C'est mes gars, ouais, vraiment respect à eux. Et c'est vraiment de bons artistes. Très fort. Ils ont vraiment faim, quoi. Ils ont faim. C'est ça que j'aime. Et même les Canadiens en général, tu vois. Enfin, les Canadiens, oui, les Canadiens, ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont envie de faire connaître leurs trucs et. Ouais. C'est juste, ça prend le temps que ça doit prendre, tu vois, mais déjà, il y a des gars qui commencent à émerger depuis le Canada, quoi. C'est ça qui est bien. Et qu'on commence à entendre leur nom un peu en France aussi. Tranquillement. Bien sûr. T'as travaillé avec MB aussi. MB, bien sûr, j'ai fait un morceau avec MB. On s'était rencontrés parce qu'il était, je crois, ouais, je l'ai rencontré dans l'hôtel où j'étais. C'était où? C'était... Ah, j'ai oublié le nom. C'est une tour, là, dans le centre, là. Centre-ville de Montréal, même. Là. Ouais, dans le centre même de Montréal. Bref, on s'est croisés. En fait, je crois qu'il a croisé Lucas. Lucas qui était avec moi, qui lui a dit je suis avec Jarod. Ah bon? Ah bah viens, on fait un son. Et puis bon, ça s'est fait. Et puis on a même fait le clip qu'on n'a pas sorti. On n'a pas été satisfait du montage, mais on avait même tourné une vidéo. Et ouais, ça s'est fait comme ça avec MB, simplement. Ok. Ouais, mais là, comme son collectif, ils font beaucoup de bruit. 514. Il y a un collectif. Ouais. 514, ouais, ils font beaucoup de bruit. Ça, c'est MB, Lost et compagnie, là, White Bee. Ils sont très bons. J'aime beaucoup leur truc, je sais pas. C'est des gars simples, c'est des gars tranquilles.
Ils sont cool. MB était resté un petit peu ici, je pense, à un moment donné. Il a fait oui, un séjour. Il était venu pour un séjour. Il m'avait dit, je crois. Je l'avais pas croisé, mais il m'avait dit. Fait un featuring avec Mr. V, je pense aussi. Ok. Bon, on va rentrer dans les questions un peu plus ça commence détaillées, là. Ça commence l'entrevue commence là. Parce que, tu sais, c'est sûr que nous autres, on connaît pas trop la politique ici, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et je sais que toi, tu parles à un moment donné que... C'est quoi que tu veux dire? Tu dis 80% sont sous mafia et ton producteur est à sécu. Oui. Bah, c'est une réalité que je vois dans mon milieu. C'est que malheureusement, beaucoup d'artistes se retrouvent dans des configurations, surtout les jeunes de cité. Surtout les jeunes de cité se retrouvent dans des configurations où le producteur, souvent ça va être le grand du quartier ou le mec qui gère un peu le quartier. Mais ça c'est partout, hein, c'est pas qu'en France. Et c'est pas de notre époque, c'est de toute époque en vrai. Ça c'est arrivé partout, même à l'époque, dans les années 70, les gars, les gars ils veulent se placer, donc ils prennent le gars qui a un peu de talent. Allez, tu viens et tu chantes. Et par contre, chut, parce que c'est moi ici. C'est moi qui n'oublie pas où t'habites, je sais où habite ta mère, on se connaît tous. C'est moi qui contrôle. Donc il le prend. Souvent, bah, il va lui laisser pas grand chose du gâteau à la fin. C'est comme ça. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et le producteur, c'est la sécu. Parce que comme on sait qu'il est avec lui, il peut chanter les flingues, les trucs, et enfin voilà, il peut chanter les histoires de gang, et c'est le producteur qui va le défendre. Souvent. Le rappeur, souvent. C'est pas dit dans tous les cas, mais souvent le rappeur, c'est un rappeur. C'est un rappeur, C'est pas forcément le gars le plus respecté dans la rue, tu vois. Pas toujours. Parfois, ça arrive. Mais c'est pas une règle générale, mais ça arrive souvent, malheureusement, quand même. On l'a beaucoup vu, et on le voit encore aujourd'hui. C'est dommage pour les artistes. Mais bon, si c'est cet écosystème-là qui fonctionne et qui permet à ces artistes-là, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, quand ils grossissent, ils finissent par quitter le navire. Ça y est. Enfin, vous lui avez assez pris, quoi. C'est bon, tu vois. Donc, à lui, maintenant, de pouvoir... Enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'à un moment, le gars... Ou sinon, il y en a qui restent aussi avec leur gars. Hein. Et puis, il y en a peut-être avec qui c'est correct. Je pense qu'il y a aussi des mecs comme ça qui respectent leurs artistes quand même, tu vois. Il y a des relations peut-être au-delà du fait de mafia, quoi. Non, c'est juste, ils se connaissent, ils montent ensemble. Et même si le producteur, c'est le gars qui faisait les choses dans la rue, il respecte quand même son artiste, tu vois, ça arrive. Donc, je veux pas tirer un portrait négatif, mais j'ai dit 80%, ouais, je pense qu'on s'en approche. Ouais, tu l'as dit 2 fois. Ouais, je pense qu'on s'en approche. Ouais, on est à peu près là-dessus. Je suis pas statisticien, mais je pense qu'on est là-dessus. Je pense que c'est comme ça en général aussi. Ouais. C'est comme tu vois. Enfin, je sais pas, dites-moi votre ressenti, hein, mais moi... Mais j'avais jamais pensé à ça. Mais quand tu l'as dit, j'étais comme, oh, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de labels, c'est ça aussi. Il y a les talents, mais il y a la personne qui est dans le hood, qui est certified, qui a l'argent, son père de Rockefeller. C'est ça. Mais c'est qui a comme financé. Ouais, c'est ça. Il y avait Biggs, quand on parle de Def Jam, mais il y avait déjà les gars Supreme qui étaient là, avec les Run DMC, les LQJ. On parle de Curtis Blow, on parle des années 80. Ouais. C'est ça, c'est tous des Murder Inc. Bien sûr. Et t'as quelques gars à la 50 Cent qui viennent et qui arrivent tout seuls. C'est moi le rappeur, c'est moi le producteur, c'est moi la mafia. Enfin, voilà. Mais c'est pas beaucoup, ça. Il y en a pas beaucoup. Tu vois ou pas? Et ouais, c'est quand même très... Ça arrive très souvent. Et si c'est cet écosystème-là qui marche. Mais c'est juste des fois, parfois, dommage pour les artistes. Mais c'est juste une autre Moi, je trouve pas ça très sain. C'est-à-dire, moi, je pourrais pas le faire. C'est-à-dire, prendre un artiste et... Même si j'ai une position dans le quartier qui fait que... Enfin, je vais quand même le respecter. D'ailleurs, enfin, voilà, j'ai déjà produit et ça s'est assez bien passé. Il n'y a jamais eu de... Enfin, pour moi, si on mange ensemble, quoi. Chacun apporte son truc. Sans l'artiste, le producteur n'est rien. Et sans le producteur, l'artiste non plus n'est pas grand-chose forcément. Donc, je pense que ça doit être équitable. C'est toujours mieux quand c'est équitable. Mais si tu es un artiste et tu parles de la rue, tu es street, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui puisse être capable de... Sauf si c'est toi. Si c'est toi. Mais si c'est comme, par exemple, on voit les artistes qui sont en bas de J. Prince aux États-Unis, tu as un problème. J. Prince fait un appel pour toi. Bien sûr. Okay, ça se règle. Bien Donc, sûr. c'est comme... C'est un écosystème. Ouais.
quand ça reste correct, quand dans les pourcentages, tout ça, on n'a rien à dire, c'est bien. Mais malheureusement, des fois, c'est pas correct dans les pourcentages. Et puis, des fois, on a des gars qui veulent monter sur leurs artistes et montrer à tout le monde que c'est mon jouet, quoi. C'est moi qui le contrôle, lui. Sans moi, il est rien. Tu vois, comme on l'a vu même, je sais pas, plein de fois, en fait, aux États-Unis, tu vois, avec des Suge Knight qui... On a entendu le mec qui tabassait tout le monde. Exact. Mais ça, c'est réel. Ça arrive ici en France, ça arrive. On le sait. Les bruits de couloir, on les connaît. Et puis maintenant, avec Snap, tout ça, on voit des choses. C'est pas correct, ça. Enfin, on n'est pas... On doit pas faire ça même si on a le pouvoir de le faire. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon, ça. Fait que ça, on pourrait dire, c'est la raison pourquoi tu veux pas signer, que tu as décidé de faire ça toi-même puis avoir un deal de distribution seulement. Bah, c'est surtout que même là, on parle de... Parce que le deal de maison de disque arrive plus tard, ça. Mais là, je parle juste du deal avec un label indépendant. Bon, moi, j'étais avec Dawala. Dawala, je le connais pas de mon quartier ou autre. Tu vois, c'était vraiment pure business, c'est Section qui m'a présenté. Et ça s'est toujours très bien passé, d'ailleurs. Mais ouais, je me suis juste dit, bah... J'ai pas besoin d'un producteur, je peux me produire tout seul. J'ai pas besoin de sécurité, je peux m'assurer ma sécurité tout seul. Bon, j'avais mes gars avec moi aussi, tu vois. J'avais mon gars Nervous à l'époque qui était avec moi et on était associés, tu vois. Il n'était pas producteur, on était ensemble parce que c'était mon gars en fait. On faisait toujours les choses ensemble. Et tout un tas de gars, des fois, qui étaient avec nous, qui étaient amis. Mais bon, en vrai, on pouvait le faire sans passer par... Non, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là, tu vois. Et c'est mieux quand c'est comme ça parce que les relations producteur-artiste... C'est délicat. C'est souvent conflictuel. Ouais. C'est souvent conflictuel de ce que j'ai vu. Ça finit souvent mal. Enfin, ça se sépare ou ça. Enfin, il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce que tu as, avec le temps, avec les textes que tu faisais, est-ce que tu as senti une certaine frustration par le fait qu'il y a des fans, peut-être qu'ils n'ont pas compris la qualité de tes textes, où tu voulais les emmener, où tu étais comme, regarde, je sais que j'ai ce talent-là, voici ce que je vous présente. Mais est-ce que tu t'es senti demander pour dire, on dirait les gens n'arrivent pas à capter, ils n'arrivent pas à apprécier ce talent-là que j'ai en fait? J'arrive pas à me le dire parce que j'ai fait le tour de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et j'ai vu que des gens qui comprenaient mon truc, tu vois. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est peut-être parce que ça les touche pas ou qu'ils n'ont pas forcément écouté, tu vois. Mais bon, tu peux jamais vraiment toucher tout le monde. Après, bien sûr, le but c'est toujours d'essayer de toucher plus de gens avec notre message. Mais non, j'ai pas ressenti. Justement, j'ai senti lors de mes concerts, souvent, en fait, ce qui me choquait, c'est que des fois, on faisait des concerts d'1h30, 2h, tu vois, où on faisait beaucoup de morceaux. Ouais. Et au moins, les 3/4 de la salle connaissaient les morceaux de A à Z, en fait. Et tous les textes, sachant que mes textes, ils sont bien fournis. Il y a beaucoup de contenu, parfois même, ils sont compliqués en termes de flow. Les gars suivaient. Et c'était incroyable. On chantait, les gars, ils suivaient. Des fois, je posais le micro, les mecs chantaient mes textes, tu vois. Donc, je me dis, ils ont quand même réussi. En tout cas, ils se sont imprégnés de ce que je faisais. Les gens qui me suivent, ma base fan, ont vraiment pris le truc, tu vois, en eux. Et je le ressens encore aujourd'hui, tu vois, des années après. Parce qu'à un moment donné, t'avais dit, on dirait que ma musique est moins accessible. Est moins accessible parce que j'ai des textes compliqués, en fait. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas un compromis que je voulais faire, en fait. Tu vois, c'est vrai, hein. En fait, je sais et même, on est passé à l'ère... Je pense qu'entre 2010 et 2020, il y a eu une petite transformation petit à petit. On est passé un peu plus à l'ère du fast-food, tu vois. Mais oui. Même dans la musique, tu vois. C'est-à-dire que les messages plus complexes, il y avait un truc tout nouveau qui était en train de se créer, c'est-à-dire la musique un peu plus fast-food, mais elle existait déjà, mais elle était en train vraiment de se répandre dans le rap. Je pense 2013, je pense que c'est quand il y a eu la montée du drill qui fait en sorte que tout le Chicago drill, le Lil Durk, le GBE faisait en sorte que c'est là, puis après là, tu as vu la montée ici, que là, tu vas les traps, tu vas les criminels, tu vas les carrer, c'est comme... Bien sûr. Ben, c'est ça. C'est en fait, comme on était dans cette transition, il y a des clients qui n'ont même pas regardé forcément ce qui était... Ils sont direct allés sur ça, tu vois, sur ces choses. Et d'ailleurs, ça a ramené... C'est positif parce que ça a ramené beaucoup de gens dans le rap. Il y a des gens qui n'étaient pas du rap sont venus dans le rap parce que c'était devenu plus facile à comprendre le rap. Les flows étaient plus simples, les messages étaient très simplifiés. Et donc,
bah, ça a rendu... C'était McDonald's, quoi. On a commencé à en ouvrir partout, tu vois. Et c'est bien. Mais c'est juste que, peut-être, que le fait que nous soyons au milieu de tout ça pendant cette période-là, ça a fait qu'on a dû partager la lumière avec beaucoup d'autres gens qui venaient avec quelque chose de tout nouveau, de tout frais. Et on a approché un peu ce truc-là, tu vois, mais à notre manière. On voulait aussi pas faire ce que les gens faisaient, tu vois. C'était un choix artistique, tu vois, vraiment. Et on l'a toujours fait vraiment à la vibe et comme on le sentait, tu vois. Et c'est comme ça qu'on l'a senti. Et Dieu merci, les gens étaient réceptifs malgré tout. Puis au niveau de la street life, Montréal et Paris, c'est quoi les différences, tu penses, ici? Est-ce que tu penses que il y en a qui disent Paris, dans la rue, c'est plus dangereux marcher qu'à Montréal? Est-ce que tu as vu une différence? Si je dois faire un parallèle pour connaître beaucoup de gars à Montréal et être venu beaucoup ici à Paris, Paris, je connais par cœur. La différence que je soulignerais, c'est que ici, tout le monde, en tout cas dans tout ce qui est la rue, la criminalité, tout ça, tout le monde se marche les uns sur les autres. Il n'y a pas de hiérarchie réelle. Tout le monde peut faire son truc et puis après, c'est celui qui se débrouille le mieux. Et il n'y a pas d'organisation dans le crime réellement. Ou en tout cas à petite échelle, par équipe. J'ai cru comprendre qu'à Montréal, c'était complètement différent, tu vois. Que vraiment, moi, je me suis retrouvé à un moment... Enfin, voilà. Alors pourtant, Montréal est une ville beaucoup plus safe que Paris. Et c'est ça que je trouve bien, même. Malgré tout, même la criminalité est organisée, donc il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de gens qui se font arracher dans la rue. Enfin, j'ai pas vu ça, en tout cas. Ça doit arriver. Hein. Durant la pandémie, il faut que tu reviennes. Hein, parce que ah ouais? Ça a changé beaucoup. Ça a changé les choses. Tu vois, puis c'est drôle que tu dis ça parce que tout ce que tu dis, avant la pandémie, c'était vrai. Avec la pandémie... Tout a changé. Ouais, parce que les gens ils bougent différemment. Incroyable. Je peux dire, l'accès des armes à feu était beaucoup plus facile. Puis il y a une nouvelle culture qui est arrivée, mais une culture en plus jeune. Là, c'est vraiment pas les personnes dangereuses, c'est pas les 25, les 30 ans et plus. C'est les 17 à 24. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas encore trop ça à Montréal. Moi, j'avais pas ressenti ça. Non. Puis... Et si c'est devenu ça, ça va devenir comme ici. C'est ça, parce que ça, c'est encore le on-site des États-Unis. C'est le on-site à Chicago. C'est la culture de je te provoque sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est ce que les jeunes ils consomment. Ils consomment. Puis là, après, c'est juste devenu une nouvelle façon d'agir. C'est dommage, c'est malheureux. C'est dommage, vraiment. C'est dommage parce que les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils se perdent en faisant tout ça. Tu vois. Ils peuvent le faire autrement, surtout dans un pays comme le Canada. Vraiment, je tiens à souligner la différence parce que c'est un pays, pour moi, qui te laisse ta chance, tu vois. Contrairement à la France, je dis pas que la France ne te laisse pas ta chance, mais les structures sont différentes. Être entrepreneur, c'est différent. C'est pas aussi simple en France que chez vous. Parce que votre pays s'est construit sur l'entrepreneuriat. Exactement. Et l'identité multiculturelle, en fait. Le Canada, c'est sur le multiculturalisme. C'est un pays conquis, c'est un pays qu'on a découvert. C'est ça. C'est pas comme les États-Unis non plus, là, comme le gouvernement contrôle quand même. Aux États-Unis, tu peux aller, surtout à New York, tu peux aller commencer à vendre des bouteilles d'eau dans le plus 30 degrés et puis, tu sais, dans la rue, tu peux solliciter puis vendre des trucs dans la rue. Mais à Montréal, au Québec, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas vendre comme ça. Ouais, c'est un peu plus... Pour moi, c'est le mi-chemin entre la France et les États-Unis un peu. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est le mi-chemin. On est entre les deux. Ils sont pas aussi rigides qu'en France, mais peut-être pas aussi ouverts qu'aux États-Unis. C'est ça. Non, moi, je dis que c'est un des meilleurs pays au monde, personnellement, le Canada. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Franchement, c'est une de mes top destinations que j'ai fait dans ma vie, pour avoir voyagé un peu. Mais c'est drôle que tu dises que c'est organisé, parce que moi, ici, quand j'ai vu les gars qui bicravent dans la street... Oui, c'est organisé, mais c'est organisé comme ils ont un shift. Comme le gars, il fait son 9 à 5, là, il sait qu'il est là de telle heure à telle heure. Puis... mais c'est organisé à l'échelle d'un quartier, d'un terrain, d'une cité. C'est-à-dire, il n'y a pas une association dans toute la ville. Je comprends. C'est pas comme Montréal. Moi, je sais que c'est bien connu que chez vous, il y avait les gangs, il y avait la mafia, il y avait les Hells Angels, tout ça. Voilà, c'est connu. On a vu des films là-dessus et on sait que c'est réel. Et c'est des organisations à grande échelle, à grande échelle, en fait. Je c'est très... Bah, au final, c'est très américain, tu vois.
nous, on est Européens, c'est différent. En France, faut italien aussi, hein, c'est... Oui, bien sûr. En France, il faut savoir qu'on a... Enfin, la Révolution, on a coupé la tête du roi. Enfin, la France, c'est... On va pas vous laisser avoir... Enfin, on laisse pas avoir le contrôle à quelqu'un pendant trop longtemps et on laisse pas ces organisations. Mais c'est en train de devenir un peu comme ça aussi. Hein. Maintenant, la mondialisation, ça y est, elle est en train de nous toucher aussi. Mais j'aime qu'il dise ça. C'est un gros talk là, de l'histoire de la France. Hein. On a coupé... c'est vrai. J'aime ce que tu as dit de cette parole-là de la France, que c'est historique, qu'est-ce que tu dis. Fait que tu dis c'est dur d'avoir une personne qui règne pendant trop d'années. On n'est pas d'accord avec ça ici. Ouais. Il faut que ça change, il faut que le pouvoir change. Et je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais il faut que le pouvoir change. Parce que le français, au bout d'un moment, il dit non. Le français, il critique beaucoup. Le français, il est toujours dans la critique. Il est jamais content. Il est pas content, le français. Ça doit changer. Il doit y avoir, il a besoin de changement. Alors que c'est vrai que chez vous, j'ai l'impression que c'est un peu plus stable que chez nous. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, je pense que oui. De loin, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression. On n'est pas aussi radical, on n'est pas aussi hostile. C'est comme ça, on est très modéré. C'est comme s'il va y avoir une manifestation, il va pas avoir une manifestation qui est violente. Il n'y a pas des coups d'État. C'est comme, oui, il va y avoir des trucs, mais c'est jamais à un niveau où est-ce qu'on va faire wow. Mais justement, quand vous êtes à l'école ici, est-ce que vous faites l'histoire du Canada aussi, la Nouvelle-France? Est-ce que vous apprenez sur ça? Parce que techniquement, c'est les Français qui sont allés vers le Canada. Peu. Je pense très peu. Moi, j'ai pas de souvenir. Non, hein. Je connaissais pas grand-chose sur le Canada avant d'y aller, en fait. J'ai vraiment découvert en y allant. Et c'était incroyable parce que j'ai découvert un nouveau monde, quoi. On nous dit pas plein de choses ici. Enfin, il y a plein de choses qu'on... Faut voyager. Je pense que le voyage, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu apprends, tu t'ouvres. Tu vas chercher le savoir partout. C'est intéressant. C'est vrai qu'il devrait avoir comme l'histoire du Canada ici, au moins de la Nouvelle-France, c'est ça, du au moins, Québec. Ça fait partie de leur héritage. Ouais, c'est ça. Bah, mais les Français sont très chauvins en général. Très... C'est nous, c'est nous les meilleurs, c'est nous... Est-ce que c'est vrai que tu peux naître en France et pas être français? Si tes parents sont pas nés ici, tu dois faire une demande quand même? Bien sûr, ouais. C'est pas le cas chez vous. Non, tu nais là, Je crois que c'est ça les lois actuelles. Hein. Je crois qu'elles n'ont pas changé. Tu peux naître en France. Non, si, tu as le droit du sol en France. Ouais, tu as le droit du sol en France. Si, je crois. Je crois qu'il y a le droit du sol en France. Si tu nais en France, t'es français. Si. Ouais. Et c'est comme ça chez vous aussi. Oui. Ouais. Ok. Non, si, je crois qu'il y a... Ah non. Ok. Bon, bah non. On me dit non dans l'oreillette. Non, en fait, t'as pas le droit du sol. Je pense pas. Mais moi, pourtant, j'ai plein de... Mais j'ai plein de gars qui sont nés en France, leurs parents, ils sont pas français, mais ils sont... Oui, non, mais ils ont fait la demande. Il y a un processus à suivre. Tu sais pas que tu peux pas l'être, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique, il y a des conditions, en fait. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Ouais, fait que c'est pas automatique. Pour nous, c'est automatique. Il faut pas que tu aies toute affaire de crime. Ouais. Pas de dossier. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai des gars en plus à moi qui sont partis en prison et puis après, ils ont été expulsés direct. Dès qu'ils sont sortis, on les a renvoyés dans leur pays d'origine dans lequel ils ne connaissaient personne, en fait. Et je crois que la Suisse est encore plus dure par rapport à ça, je crois. Ouais. Fait que ça, exact. Fait que c'est pas évident. Mais oui, c'est ça. Fait que t'as fait des termines. Ça fait longtemps que tu fais ça, depuis comme 2014, peut-être, même avant, je sais pas. 2012. Ça fait 10 ans, c'est la série la plus longue du rap français. Mais est-ce que Mad Skills avait commencé avant? Tu sais c'est qui Mad Skills? Le gars qui fait de wrap-up. Il faisait les wrap-up à chaque année. Wrap-up 2011, wrap-up 2012, de wrap-up 2020. J'ai pas connu, attends. Non? Ok, c'est en anglais, ok. Américain, c'est... Il fait un résumé de toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est différent, parce que lui, il parle vraiment des événements qui étaient dans les journaux, qui s'est arrivé vraiment durant l'année. Excellent, ça peut être comme 10 minutes, 15 minutes. J'ai capté. Mais toi, c'est pas vraiment... Tu fais pas une... Le zapping, quoi. C'était un zapping. Comme disait, c'est ça. Exact. Fait que c'était quand même intéressant parce qu'il parle de toutes les choses qui sont arrivées, comiques, des choses sérieuses. Mais toi, c'est vraiment... C'est plus une mise à jour sur toi, I guess, ou... Bien sûr. C'est mon morceau de fin d'année pour dire, bon, bah... Je vais essayer de faire le meilleur morceau de l'année. Tant qu'à faire, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Allez, let's go. Et puis j'envoie mon truc. Et puis c'est devenu une tradition. Donc les gens me le demandent. Ils me le demandent en janvier déjà. En janvier, ils me le demandent pour décembre. Ils me disent c'est comment, il est quand? Je dis on vient de commencer là. Calme.
Tu vois, c'est devenu une tradition. Ouais. Et le start un peu aussi, parce qu'on a fait termine après start, on commençait l'année. Ah, ok, ouais, c'est ça. On l'a fait 2-3 fois le start, on l'a pas toujours fait. Mais le termine, on l'a fait depuis 2012 sans faute. Est-ce que quand tu rappes, ce que tu rappes doit refléter ton mode de vie? Ouais, en vrai, c'est que ça. Moi, je sais pas trop être narrateur d'autre chose, en fait. Enfin, je peux le faire, mais c'est pas ce qui vient quand j'écris. En général, je parle de moi, de ma vie, de ma vision du monde. Dur à cuire. Ouais, c'est vraiment très égocentré, entre guillemets. Enfin, c'est sur moi, quoi. Puis ici, quand tu as un dossier, tu peux voyager quand même à l'intérieur de l'Europe. Hein, pas mal. Parce que je sais qu'au Canada, si tu as un dossier, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Si tu as fait de la prison, tu ne peux pas aller aux États-Unis. C'est vrai que c'est sur des trucs qui sont plus à cheval. C'est vrai que, après, nous, la création de l'Europe, l'espace Schengen, tout ça, c'est un peu un gruyère. Tu passes et... Enfin, ouais, c'est ça. Il y a les frontières, elles n'existent pas vraiment dans l'espace Schengen. Ouais, l'Europe, c'est... Ouais. Dans l'espace Schengen? Schengen, ouais. C'est les limites qu'ils ont définies pour le libre-échange, entre guillemets, et la libre circulation. C'est-à-dire que si je vais en Belgique, avec ma carte d'identité, j'ai le droit. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin d'un passeport. Angleterre? Angleterre, plus, parce qu'ils sont sortis de l'Europe. Okay. Maintenant, je crois qu'il faut le passeport. Tu peux plus passer avec ta carte d'identité. Vu qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Mais sinon, ouais, tous les pays de l'espace Schengen, il y en a beaucoup. Italie, Espagne. Ouais. Enfin voilà, on y va. On n'a pas besoin de notre passeport, normalement. Oui, il y a du rap dur d'Italie, man. J'écoutais l'autre jour. Ils sont bons en Italie. Ouais, ils sont forts. Puis c'est du gang, c'est du street shit. Mais là, parce que ça trappe aussi, c'est des gros comme ça. Bicrave dur là-bas. Là, ouais. Les hoods là-bas, c'est sérieux. Partout. De toute façon, maintenant, ça y est. Hein, dès qu'il y a de la misère, de toute façon, les gens s'organisent. Ils font du rap parce qu'ils ont vu tout. Enfin, dans tous les pays maintenant, il y a du rap, il y a des rappeurs connus. Tu vois, dans toutes les cités du monde, en fait, j'ai l'impression maintenant, c'est. Ouais, man, c'est juste qu'on les voit. Je pense qu'ils étaient là avant, mais maintenant, on les voit. Ça. Ouais. Ils étaient là depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, avec Spotify, avec YouTube, ils sont plus de l'avant. Puis ils ont une grande population dans ces pays-là. Fait même si je comprends pas l'allemand, mais l'allemand qui rappe, il peut faire des millions et des millions de vues. Mais oui, en Allemagne, ils sont comme 80 millions. Donc ils sont déjà bons. C'est incroyable. Tu vas en Asie, waouh. Que ce soit en Corée, en Thaïlande, en Chine, les mecs, c'est des superstars. Alors que t'as peut-être jamais entendu leur nom, tu vois. Exact. Mais t'arrives là-bas, genre, c'est Drake, tu vois. Ouais. T'as déjà été en Asie? Ouais, j'ai fait la Thaïlande et le Japon. Ouais. En mode rap, là. Mais il faut que je reparte. Ouais, j'ai connecté avec des gars, j'ai bossé avec des gars. On bosse dans un studio beaucoup en Thaïlande. Ah ouais. Au Japon, j'ai tourné un clip avec FJ, de l'entourage. Ouais. Nous, on bosse partout. Hein. C'est ça qui est bien, on peut travailler partout en tant que rappeur. T'as un studio, t'as une caméra. On y va. On peut faire un son, on peut faire un clip. En tant que rappeur et en tant que français aussi. Hein. Ah ouais? Parce que, je dis ça parce que c'est vu qu'ils ont colonisé plein de pays. Tous ces pays-là, ils ont des lycées français. Tu peux aller là, tu peux aller avec tes enfants, ils peuvent aller à l'école, ils ont une école. L'avantage de la colonisation, quoi. Ça, c'est vrai, hein? Ils ont mis un pied à terre partout. Le privilège de la colonisation. Comme sérieux, man. Non, sérieux, c'est vrai. C'est réel. Fait à ce niveau-là, vous avez gagné, man. Je suis dead. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Quand tu dis que tu détestes posséder des choses, c'est quoi que tu veux dire par là? Je sais pas que je déteste, je suis pas vraiment à l'aise avec la possession, c'est pas un... Je sais pas, tu sais, je sais qu'aujourd'hui c'est très... Bling bling. Enfin, tout le monde aime posséder, tout le monde possède en vrai. Moi-même, je possède des choses. Mais je suis pas super à l'aise à posséder beaucoup de choses. Je me sens plus lourd. Je me sens moins léger, moins libre. C'est juste ça. Je me sens vraiment moins léger et moins libre. Mais ça vient pas avec le succès, c'est pas...
signe de blessing, dans le sens que plus que tu travailles fort, plus tu as du succès, plus que tu as. Tu n'es pas obligé de posséder. Tu peux faire de l'argent. Non, l'argent, c'est-à-dire sur le compte bancaire, je veux bien avoir la possession du compte bancaire, c'est pas... Et encore, parce qu'avoir de l'argent, ça veut dire avoir un peu plus de pouvoir d'achat. C'est bon. C'est bon, si tu lises bien. Si c'est pour acheter 10 voitures, moi, ça me parle pas, tout ça. C'est pour acheter une Rolex, du Gucci, Bon, si t'aimes bien, oui, mais si t'achètes pour acheter Gucci, pour pouvoir monter au-dessus des autres et dire, moi, je suis mieux que toi, moi, je marche dans la rue, je suis mieux que toi. Je sais que votre culture est très différente. Vous êtes construit avec ça là-bas, plus que chez nous. Matérialiste beaucoup. Mais il y en a chez nous beaucoup maintenant. C'est comme ça de façon partout. Mais moi, je pars du principe que, je sais pas, t'es pas censé te mettre en valeur de part. Enfin, ne montre pas à des gens qui vont peut-être regarder ça en se disant, moi, je l'ai pas. C'est ma philosophie. Hein. Moi, je l'ai pas. Donc, bien sûr, fais-toi plaisir. Bien sûr, achète-toi ce que tu as besoin de t'acheter, mais pas dans l'excès si possible. Moi, en tout cas, c'est ce que j'applique pour moi. J'essaie de pas... Si j'ai eu de l'argent, Moi, l'argent, quand je l'ai, je le disais encore ce matin à quelqu'un avec qui je parlais. Je disais, l'argent, quand je l'ai dans ma poche, là, quand je vais avoir, je sais pas, mes 5000 balles dans ma poche, là, ils sont là. J'aime pas qu'ils soient là. Ah non, faut que je les distribue, faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. J'aime pas qu'ils restent là. Pour moi, c'est pas logique d'économiser. Ah bah on va se tenir avec ta plus souvent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est... On a une expression, en France, peut-être vous la connaissez, mais j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Ah non. Tu vois ou pas? Je suis là pour vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça m'empêche pas de construire mes business, mes équipes, parce que justement, je préfère redistribuer à eux déjà. Et moi, c'est personnel, vraiment, hein, c'est ma vision personnelle de la chose. C'est pas un kiff pour moi. J'ai déjà connu, en fait. Tu vois, les voitures, les trucs. J'ai connu dans ma jeunesse. Et tu fais vite le tour, en vrai. Si tu commences à te perdre là-dedans, là, ça devient un gouffre financier. Et puis à la fin, quand tu as beaucoup d'argent, tu fais quoi avec ton argent? Tu vois, les gars, ils ont des 15 voitures, des 10 maisons. Ils y vont jamais. Et il y a des gens qui crèvent de faim dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, même à côté de chez toi, dans ta ville, ils galèrent. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de redistribution, malheureusement. Et là, on est encore plus après le Covid, comme tu disais tout à l'heure, dans un truc où les écarts se creusent. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent max. Et il y a des gens là qui sont en train de redescendre. Et toi, tu redistribues pas? Libre à toi. Hein. Mais, je sais pas. Pose-toi des questions, mec, parce que je crois pas que c'est le bon truc à faire, tu vois ou pas. Et t'es là, le pire, t'as besoin de ton kiff. Bien sûr, je comprends. Il y a des gens... Même moi, demain, j'ai l'occasion de m'acheter une belle maison, une belle grande maison. Je vais m'acheter une belle grande maison pour en faire profiter mes proches. Une, ça suffit, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est une mentalité ici. Hein. Les rappeurs, ils portent pas trop de bijoux ici. Il y en a, mais c'est pas très peu. Peut-être parce que c'est déjà dans la culture. C'est un pays de base de culture chrétienne, catholique. Après, je sais pas. C'est peut-être lié à ça. C'est peut-être lié à ça. Et puis même, il y a une culture du... En France, on n'aime pas trop la réussite. La réussite pour le français, c'est être cadre et toucher... cadre dans une société et toucher 5 000 par mois et c'est bon. C'est un problème francophone. T'as réussi, t'as suivi le truc, t'as fait ton crédit, t'as acheté ta maison, tu touches ta retraite, tout va bien. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais moi, c'est plus sur... J'ai pas de problème avec le fait de gagner de l'argent. Ça, c'est important. Je pense que tu dois gagner ton argent et tu dois être actif pour gagner ton argent et faire ton business bien. C'est comment tu vas le redistribuer. C'est comment tu vas l'utiliser, ton argent. C'est super important. Et je pense que le monde va mal à cause de ça. Et je pense que la redistribution est obligatoire. Sinon, on va avoir droit à de gros problèmes. Et encore plus, là, c'est exacerbé parce que maintenant, j'achète mes 10 voitures. C'est une chose. Mais mes 10 voitures, je vais la montrer toute la journée à tous les pauvres que moi, j'ai 10 voitures. Moi, j'ai... Et on a des cas en France, comme vous avez eu aux États-Unis. Des gars comme Pop Smoke qui font fumer chez eux. Des gars comme XXXTentacion. Il est pareil, parce que les gars montrent. Et il y a des gars, ils crèvent la dalle. Et à un moment, tu fais péter un truc dans leur cerveau. Ils se disent, hey, moi aussi, je veux ça. Donc maintenant, le pauvre, même quand le pauvre, il a un peu d'argent, au lieu d'investir dans sa communauté, faire des choses, construire des structures pour élever sa communauté, qu'est-ce qu'il fait?
Il veut faire comme ceux qui avaient les 10 voitures et qui lui montraient Lamborghini, Ferrari, Gucci. Et il y va à fond. Et il claque tout là-dedans. Et tu vois, même en France, hein, sa maman, elle habite dans un HLM. Ouais. Et il roule en Ferrari, il fait des photos en Ferrari dans le quartier. Sa maman, elle habite dans un HLM. Il y en a qui ont payé des maisons à leur famille, tout, c'est bien. Mais il y en a plein, c'est pas le cas. Moi, je vois des gars habillés Gucci, Rolex, tout ce que tu veux. Tu vas chez eux, tu flippes. Tu vois ce que je veux dire? Ils redistribuent pas comme ils devraient. C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a juste un rappeur qui est vraiment flashy, c'est Booba ici. Non, les autres gars sont... Quel Gazo, il rock du gros ice maintenant. Là. Non, mais je parle comme on va parler de Vixen, de bateau, de Mansion dans la vidéo. Il n'y en a pas plein comme ça. Gazo reste quand même sur Hood quand même. Ouais, mais comme Mice, même Rimka le fait, puis il est très gang-gang. Ouais. Ils vont le faire des beaux clips. Fait que mais non, parce que de toute façon, c'est un peu... on sait toujours, qu'on le veuille ou non, inspiré un peu, quoi qu'il arrive, de l'outre-Atlantique. C'est-à-dire du côté américain. C'est ça, c'est là-bas que le rap est né vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et donc, quoi qu'il arrive, on a... Mais c'est vrai que le bling-bling, maintenant plus qu'avant, hein, plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, allez, 15 ans, 20 ans. Je suis petit dans mon quartier, je porte du bling-bling, mais je me fais traiter par tous les grands de ma cité. Ils vont me dire... Je fais l'américain, là. Si tu fais l'américain. Tu vois ce que je veux dire? On a cette culture de... Non, nous, c'était les valeurs, surtout à l'époque. C'était beaucoup les valeurs familiales, les valeurs religieuses, malgré tout. Même les valeurs du quartier. C'était... On est tous ensemble dans la misère, on est un peu contre le système. En tout cas, on dénonce les injustices du système. Et puis, si on a de l'argent, c'est pour mettre bien nos familles. C'est pas pour nous, les gars qui roulaient en Ferrari ou qui s'habillaient en Versace. Ou... C'était des... Comme on dit, des kékés, des... Vas-y, c'est des frimeurs. C'est des frimeurs, ça. Tu vois, ils ont que ça à faire, eux. Ils ont que ça à faire, en fait. Tu vois ou pas? C'est trois choses que c'est ça qu'on voit dans le rap américain qui n'a pas vraiment, je pourrais dire, mis de l'avant dans le rap français, c'est les filles dans les vidéos. Les filles toujours à poil. Il y en a aussi de plus en plus. C'est ça dernièrement, mais ça n'a pas été dans l'identité. C'est pas bien vu ici. C'est ça. Dans les cités, beaucoup c'est ça. Je suis là, c'est pour donner mon avis. Moi, je pense que... Je vois pas l'intérêt qu'une femme elle se dénude, en fait, ou qu'un homme il se dénude, en fait. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est un view de pudeur. Plus de views. Le sexe vend. Tu vois ce que je veux? Ouais, le sexe vend, voilà. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Ouais, c'est les ventes. Faire de l'argent sur quoi? Sur le dos d'un être humain. Donc, s'il te plaît, déshabille-toi, tu vas devenir riche. Je trouve ça très spécial et malsain. Mais... C'est pas très sain, tout ça. Et pour l'avoir vu, hein, je sais pas si les gens sont très à l'aise quand ils font ces choses-là. Je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je ressens quelque chose de bizarre là-dedans. C'est une question de pudeur. Depuis la nuit des temps, l'humain s'habille. Pourquoi, dans notre siècle, là, tout le monde se déshabille? On a commencé tout nu. Adam et Ève étaient nus avec une feuille. Ils se sont habillés et ils ont fait l'effort d'apprendre à s'habiller. Parce que c'était instinctif pour eux d'aller s'habiller. Tout le monde a commencé à aller s'habiller. C'est pas la même chose, j'ai entendu. On connaissait pas le péché dans ce temps-là. C'est ça, c'était innocent. Peut-être. Et je pense qu'au-delà d'une histoire de péché, c'est une histoire de pudeur. T'as vu, c'est une histoire de pudeur dans le sens où... Mais dans ce cas-là... Je sais pas, ouais, marchons. Pourquoi on n'enlève pas tout alors dans ce cas-là? Et pourquoi on marche pas tout nu? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ils font ça. Je sais pas comment t'expliquer. C'est une culture d'aujourd'hui qui, pour moi, n'est pas cohérente avec l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est pas cohérent ce qui se passe. Pour jouer à l'avocat du diable, il y a beaucoup de personnes qui disent que, OK, j'entends ce que tu dis, mais il y a le mouvement féministe. Qui disent comme ça que c'est une façon de se réapproprier notre sexualité et de ne pas se faire exploiter par cette machine, je pourrais dire, machisme et tout. Donc, à la place de pouvoir laisser d'autres hommes pouvoir faire ça, nous, on le fait. Puis on dit, voici, c'est notre sexualité, on vous le montre. Mais s'il y a des choses qui doivent se faire capitaliser, c'est nous. Fait que tu vois les Megan Thee Stallion, tu vois les Cardi B, tu vois. Donc, tu vas voir qu'il y a vraiment genre une qualité de filles qui chantent aux États-Unis, mais c'est sexe à fond. Mais c'est eux qui gèrent tout, ceux qui génèrent leur argent, ceux qui directent leurs vidéos, ils vont arriver, ils vont performer, tout ça, mais ils vendent leur sexualité, mais ils disent au moins, c'est pas un homme qui mange de ça. Fait que c'est comme si je te dis, je comprends ce que tu dis, mais eux, ils disent, OK, mais nous, c'est notre façon de dire que, tu sais quoi, voici notre sexualité, c'est à nous, et personne d'autre va l'exploiter à part nous-mêmes. OK. Si je donne mon avis là-dessus,
Moi, je pense que justement, les femmes se sont fait avoir. Ouh. Ah, je pense qu'elles se sont fait avoir avec piégées par ça. Elles se sont fait avoir avec le féminisme. Waouh. On leur a dit déshabillez-vous, vous allez être libre. Ok. On leur a dit déshabillez-vous, vous allez être libre. Mais je vais vous dire la vérité. Quelle femme ou quel homme va aimer voir, parce que on est homme et femme, Adam et Ève, ce que vous voulez, on est toujours là pour se mettre ensemble. On se marie, on fait des enfants, sinon la civilisation s'éteint. Si on arrête de s'accoupler. Ouais. Quelle femme ou quel homme a envie de voir... Moi, si j'ai une femme, j'aime pas la voir nue et j'ai pas envie que les gens la regardent nue. Ma femme n'a pas envie de me voir nue et n'a pas envie que les gens me regardent, que je sorte nue. Ça, c'est quelque chose d'intime et limite, c'est quelque chose d'exclusif que j'ai à partager avec elle. À partir du moment, pour moi, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, quand tu as ton argent, t'as fait ton argent, t'es un businessman, t'as monté tes entreprises, t'as monté ton truc tout seul, t'as fait ton argent pendant des années. Et chaque année, sous le matelas, tu mets tes 15 000, tes 20 000, tu vois ou pas? Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec un petit pactole, tu vois ou pas? Ton pactole. Est-ce que quand les gens rentrent chez toi, ton pactole, il est posé là sur la table? Parce que ton pactole, il est précieux. Il est ultra précieux. Ton or, même si tu veux, t'as coffré de l'or, tu l'as transformé en or. Ton or, il est précieux. Pour moi, un être humain, que ce soit une femme ou un homme, ça vaut plus que de l'or. C'est quelqu'un avec qui tu fais ta vie, que tu décides de faire ta vie. Ouais. Ceux qui ne sont pas mariés, allez, c'est encore un autre cas, si tu veux. Ceux qui ne sont pas en couple. Mais moi, je trouve que ça, là, parce que la femme, ok, ou l'homme, ils se sont habitués à avoir cette attitude, on va dire, très ouverte au monde et montrer leur zone, voilà. Qui sont pas censés être montrés selon l'histoire du monde. Ouais. Je me base que sur l'histoire du monde. Ouais. Le monde, enfin, il y a très peu de peuples qui ont vécu dévêtus, dévêtis. Très peu de peuples. Bref, pour moi, ça, c'est... Je sais pas, ma femme, pour moi, c'est... Si je l'aime, c'est exclusif. Parce que mon or, je le montre pas à tout le monde. Ça vaut plus que de l'or, ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop important, ça. C'est ta femme dans ta vie. Mais non, je veux pas que vous voyez ce que... Enfin, ça veut dire qu'il y a plus d'exclusivité, quoi. Il y a plus d'exclusivité? Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça veut dire, moi, je sors, je peux voir la femme de tout le monde, en fait. Ben je peux aller regarder la femme de tout le monde et je peux profiter de ça. Ben, sur Instagram, Mais c'est tu vas ça. se regarder. Instagram, c'est ça. C'est ça, tu vas se regarder. Moi, je pense qu'il y a aussi La des convoitise, hommes qui ça- sont fiers. Il a tenté de- la ça, c'est ma convoitise. femme. Voilà. Ah ouais, tu regardes son gros cul, ouais, mais ça, c'est Libre ma à femme, eux. c'est à moi, ça. Libre à eux. Mais Mais toi, pour tu moi, on est dis après, encore dans le truc de je veux me montrer, je veux monter sur montrer. les autres. Moi, j'ai la plus belle femme, regarde. C'est ça, c'est très convoitise, c'est très... Moi, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Pas Méchant. respectueux, ouais, je comprends. Je sais que ce point de vue-là est un peu marginal par rapport à la société d'aujourd'hui, tu vois. Je le sais très bien. D'ailleurs, j'en discute parfois avec des amis, tu vois. C'est mon point de vue. Moi, je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est juste, t'as vu, c'est de regarder devant moi, tu vois. J'ai pas envie de regarder la femme de quelqu'un, en fait. J'ai pas envie de regarder, et j'ai pas envie que ma femme regarde l'homme de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Ou même mes enfants, si demain j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils grandissent et qu'ils voient des gens qui se montrent comme ça. Parce qu'au final, je vais te dire la vérité. Et on va même parler des femmes. Parce que justement, les femmes, on sait tous, depuis la nuit des temps, il n'y a qu'à regarder l'histoire, que la femme a un pouvoir sur l'homme. Son pouvoir, il est en partie, on va dire, sexuel, physique. Un homme, en général, quand il voit une belle femme, c'est ça qui va l'attirer. C'est quelque chose qui va lui plaire. Les féministes, peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte, hein, mais en fait, je pense qu'elles ont une soif de pouvoir. Elles veulent avoir plus de pouvoir en enlevant leurs vêtements. Je pense. Hein. Parce qu'elles le savent, elles le voient. Tu le vois directement que tu as plus de pouvoir. Si tu as déjà fréquenté des femmes, tu parles avec une femme. Le jour où elle s'habille, elle se met bien fraîche, tu vois, elle sait que dans la rue, il y a plus de gens. Les gens vont être plus souriants avec elle. Les gens... Contrôle de police, allez. Partez, madame. Bonne journée. T'es saoul? Ah, vas-y. Allez, c'est pas grave. Refais plus. Ça détend l'homme, ça. Ça détend l'homme. Ça le met dans une position où il est là. Parce que ça a un impact sur l'homme. Donc, moi, je pense que ça, c'est une histoire de pouvoir. C'est réellement une histoire de pouvoir. Et
Le pouvoir, faut toujours qu'il soit bien géré. C'est juste que là, moi, ce que je vois, je te dis, sur les réseaux, sur trucs, c'est trop pour moi. Je te jure, j'ai pas grandi comme ça. J'ai pas été éduqué comme ça. Donc, et je ne suis pas fermé, j'ai essayé de comprendre. Je comprends, je respecte. Chacun fait ce qu'il veut, ça. Moi, mon point de vue, c'est... J'ai pas envie de voir tout ça. Ça m'intéresse pas, moi, personnellement. Je vis dans ce monde, donc je fais avec, mais j'ai pas envie de voir tout ça. Tu tiens que ta femme soit voilée? C'est son choix. Ce sera son choix si j'ai une femme et qu'elle est voilée, ce sera son choix. Ce sera son choix. Vraiment, c'est elle, mais j'ai pas envie. Par contre, ça ne me plaira pas. Ça ne me plaira pas si elle sort et qu'il y a 10 mecs qui viennent lui parler. Pourquoi? Parce que elle est attirante, trop attirante dehors. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un minimum comme moi et je m'applique la même règle. C'est-à-dire que moi, je vais... Justement, on va pas mettre les bling-bling, les trucs, les grosses voitures. Tu sais très bien ce que ça attire. Si t'es en couple. Après, si t'es pas en couple, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, comment dire? Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Vous avez envie de vous dévêtir, faites-le. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Comme plein de gens, des féministes qui n'ont pas envie de voir des femmes voilées. Il y en a plein en France. Féministes, elles veulent pas voir les femmes voilées. C'est le elles viennent, symbole elles de leur la disent, vous êtes des soumises. Voilà. Alors que, moi, je vois le truc inverse. Je te dis la vérité, pour moi, celles qui se dévêtissent sont soumises à cette société de consommation. Elles sont rentrées parce qu'on a commencé à leur imposer ça. À travers les médias, à travers les publicités, à travers la consommation, la mondialisation. C'est ça qu'on a vu partout, des femmes, pour vendre des voitures, du dentifrice. Quel rapport? Il a dit quel rapport? Non mais, on veut te vendre un dentifrice, frère, il y a une femme dans la pub. On veut te vendre un savon, il y a une femme dans la pub en train de se frotter. Ah oui, regarde. Pourquoi? Parce que je pose la question. Pourquoi? Parce que ça vend. Pourquoi ça vend? Parce qu'on connaît le pouvoir de la femme. Parce que l'homme... Et au final, tout ça, c'est pour avoir du contrôle sur l'homme. Et souvent, les gens qui sont à la tête de ces grosses multinationales, est-ce que c'est des femmes? Non, c'est des hommes. C'est des hommes qui utilisent les femmes pour attraper les hommes. C'est ça. Parce qu'ils connaissent très bien les hommes. C'est ça. Moi, je vois les choses comme ça. C'est, hey, je suis un gars j'ai grandi dans le seul, je connais, j'ai monté mes affaires, je connais les humains, je connais le vice, je connais l'humain. Je te parle français, je connais l'humain, moi c'est ça mon avis là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout ça c'est une grande manipulation. Et tu vois, celle qui se voile, celle qui se cache. Déjà, d'une pour moi, c'est une punk. Parce que vas-y, dans un monde comme ça, là, décider, avoir la force, le courage de mettre ça. Souvent c'est pour la religion. Et attention, c'est pas que l'islam. Les chrétiens, les juifs, les femmes juives couvrent leurs cheveux, se couvrent et s'habillent de manière décente, entre guillemets, c'est-à-dire sans qu'on voit trop leur forme. C'est comme ça, hein, dans toutes les religions. Ça, c'est... Voilà. Limite, c'est ce que Dieu demande dans toutes les religions. Parce que je pense que c'est assez naturel. Mais maintenant, ces femmes-là là, qui font ça, on leur dit qu'elles sont soumises. Soumises à quoi? Soumises à qui? C'est juste ça qu'on veut savoir. Alors oui, il y a des cas où les hommes forcent leurs femmes à mettre le voile. On est d'accord. Et ça, c'est... On peut pas être d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a forcé personne sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même dans les religions, ça marche pas comme ça. Tu vois? Parce qu'on essaie de faire croire que oui, l'islam force les femmes. Ah non. Mais pour connaître et avoir fréquenté dans ma vie et en avoir même dans ma famille des femmes voilées, c'est tout sauf. Elles sont tout sauf soumises. Hein. À la maison, souvent, c'est elles qui contrôlent. Je te dis la vérité. C'est elle le chef. Hein. C'est pas l'homme. Hein. Je te dis la vérité. Donc, faut une force de caractère pour faire ça, je pense. Tu vois, pour se dire aujourd'hui, voilà, moi, je vais faire ce que je dois faire selon ma religion. J'ai envie de cacher ma pudeur. J'ai pas envie. Et c'est un beau cadeau, je pense, que tu peux faire à ton homme même, à ton mari. Ben, ça, ce sera juste pour toi, en fait. Ça, c'est entre nous, c'est de l'intimité. Comme le mari doit faire la même chose. On parle de la femme, mais en vrai, le mari doit se couvrir aussi. Tu sais, je pense dans toutes les religions, c'est comme ça. C'est la femme. La pudeur, ça concerne l'homme et la femme. C'est plus vers la femme parce que c'est la tentation. Mais c'est un bon point que tu amènes, que c'est pour les deux. C'est vrai, c'est non, mais on va dire, oui, on dit ça comme ça, mais on sait que c'est toujours visé vers la femme. Vers la femme, ouais, c'est pas vrai. Comme si on va dire, ok, il faut que l'homme, il doit s'habiller, dans le sens qu'à la base, l'homme,
il y a un pantalon et un chandail. Donc, Oui, c'est vrai. Mais la fille va avoir peut-être un chandail, mais ça va peut-être décolleté. Il va avoir un affaire short. Mais les hommes maintenant aussi commencent à mettre des trucs super serrés, des trucs, tu vois. Enfin, plus ces dernières années. À l'époque, il y a 50 ans. Les hommes, comment ils s'habillaient il y a 60, 70 ans. Les costumes, c'est large. C'est pas, y a pas de, tu vois pas leur forme. Là, de plus en plus, on enlève, on met des débardeurs. Tu vois. Instagram, mais ça, je dis, c'est beaucoup d'Instagram que le monde, ils sont là en train de montrer leur corps et tout. Puis on se vend comme ça. C'est notre CV pour date, à pas aller sur Tinder puis tout. On s'entraîne, on fait des beaux selfies, t'inbox, t'es belle et tout, puis voilà. Je comprends cet état d'esprit, je comprends qu'on veuille le faire, je comprends qu'on ait envie de le faire. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus, derrière, je t'ai dit, surtout derrière le truc de la femme, du féminisme, je vois une manipulation derrière. Et t'inquiète pas que c'est pas des femmes qui sont en train de les manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que les féministes, ils sont victimes moi, de tout ça. je les invite vraiment à se plonger déjà sur les sources du féminisme, sur qui profite de ça, de ce féminisme. Parce qu'excuse-moi, le féminisme a fait que les femmes sont allées travailler. C'est bien, c'est bien. Mais les femmes qui travaillent, donc génèrent des salaires, donc consomment maintenant. Donc maintenant, on a x2 la consommation. Avant, c'était le mari qui achetait les affaires pour la femme. C'est le mari qui travaille. Donc il y a un salaire. Là maintenant, il y a 2 salaires, donc il y a 2 personnes à taxer. En termes d'impôts, en termes de consommation. Mais c'est génial. Voilà pourquoi. Moi, je vois ça comme ça. C'est ça, ils ont fait pour sortir moi, la femme. Je connais l'humain. Je sais que l'humain réfléchit vite. Il se dit, on va leur dire, tiens, on va leur dire qu'on va les libérer. Elles vont être libérées. Et donc, elles vont se sentir bien. Ils vont travailler. Nous, à la fin, on récupère. Ça, c'est vrai. C'est business. Je suis un businessman. Je connais ça. C'est des stratagèmes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si une femme, elle se lève le matin, qu'elle n'est pas influencée par tout ça et qu'elle se dit, j'ai envie de me dévêtir, libre à elle. Mais si c'est à cause de la disquette qu'on t'a insérée depuis jeune à te dire que tu vas être libre parce que je vois pas en quoi ça rend plus libre d'enlever ses vêtements. Je comprends pas. De montrer son corps, je vois pas en quoi ça rend plus libre. J'arrive pas à capter. Ah, waouh. Et moi, je pense qu'instinctivement, t'as vu quand on est jeune, moi, tout ce que j'ai vu à l'école, mais quand on est petit, on n'a pas envie d'enlever ses vêtements, ça fait bizarre. Moi, quand on me dit enlève tes vêtements, je suis allé en prison, enlève tes vêtements, j'ai pas envie d'enlever mes vêtements, ça me gêne, je suis gêné là. Ça me gêne. Ça me gêne, moi, d'enlever mes vêtements, je sais pas, c'est mon corps, c'est à moi, c'est mon intimité. Voilà comment je vois les choses. C'est deep, man. Les gros talks. C'est deep. Hein. Les féministes dans les comments, soyez pas trop durs avec le talk de Jarod. Non, mais c'est bien. Allez-y à fond, les gars. Je m'assume complètement, je te jure. Ouais, j'en doute pas. Mais non, ça, c'est sûr que... On va aller plus léger maintenant. Plus léger. Est-ce que tu sais nager? Je suis fatigué. Hein. Tu sais nager, toi? Je sais nager, bien sûr, je sais nager. Tu sais patiner? Ouais. T'as déjà fait du ski? Ouais. Tu cuisines? Ouais. Quand tu vas en sortir avec une fille, est-ce que c'est toujours toi qui dois prendre l'addition ou ça te dérange pas si elle veut payer? Ça dérange ou ça? C'est moi. Non, si elle veut payer, ça me dérange. En général, je paye. Fille ou homme, en général, je paye. Je préfère payer. La main qui paye est toujours la plus forte. Ouais, mais c'est ça qu'ils disent. Mais est-ce que c'est vraiment une réalité? Non. Il y en a qui le font parce qu'ils ont, by pride, par ego. En fait, moi, c'est pas mon ego. C'est juste que, d'une, j'ai été éduqué comme ça. J'ai vu mon père toute sa vie faire ça. Mais avec le cœur, tu vois. Pas pour monter sur les autres et dire c'est moi qui paye ou avoir de l'emprise. Mais c'est juste que je veux pas que quelqu'un ait de l'emprise sur moi parce qu'il croit qu'il a payé pour moi. J'ai été éduqué comme ça. Je peux payer, je paye. Maintenant, si on est entre amis, si un truc... et ça m'empêche pas, même... Je suis avec une femme, elle peut payer si elle veut, mais c'est pas dans mes habitudes. Et puis même, je préfère te faire plaisir et le faire moi. Si je peux me permettre. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plaisir de faire plaisir. Et puis t'inquiète pas, on trouve toujours plein de gens qui aiment bien qu'on leur paye. Donc, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de souci si je suis celui qui paye. Je préfère payer que... C'est comme ça, c'est une culture. T'as vu, on est des Algériens. On a une culture comme ça, nous. On a de l'honneur, on a de la fierté. C'est ça, c'est une question de fierté aussi. C'est de la fierté, c'est de la dignité. Je me lève le matin, je travaille, je paye mes trucs. Tu vois, comme si tu vis avec quelqu'un, tu veux assumer toutes les factures ou est-ce que ça va être 50-50, ok, paye telle facture, je paye telle facture, ou toi tu veux assumer tout? Ouais, j'assume tout normalement. Toi c'est ça, t'aimes ça? C'est comme ça. C'est pas que j'aime ça, c'est que c'est un code, c'est une règle pour moi.
J'estime que, voilà, si je suis avec une femme, comme je t'ai dit, je fais une différence entre la femme et l'homme. Parce que la femme a ses qualités, l'homme a ses qualités. Elles sont complètement différentes. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est ça qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui. C'est ça, mais sont différents. Nous faire croire que oui, parce que l'homme, c'est lui qui est censé payer ou truc, ou, enfin, je sais pas, ou il est plus fort. Non, oui, peut-être qu'il est plus fort physiquement, mais la femme, elle est plus subtile. Je sais pas comment expliquer. Elle est plus... Elle a plus de pouvoir au final que l'homme. Je trouve que la femme, elle a une intelligence du cœur que l'homme n'a pas. L'homme, il a l'intelligence de la tête. La femme, elle a une intelligence du cœur, elle a un sixième sens, une intuition en général, tu vois. Je connais les femmes dans la famille, ma mère, je sais, c'est différent. Mon père, il est différent, tu vois ce que je veux dire, et je l'ai vu. Maintenant, moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être, tu vois, c'est mieux comme ça. Et je pense que une femme apprécie ça. Une femme apprécie ça. Après, oui, il y a des femmes qui n'apprécient pas ça parce que justement... Mais en général, quand tu parles avec ces femmes-là, souvent, elles ont été déçues avant d'être ces femmes fortes. Donc, on les comprend qu'elles veuillent être fortes et pouvoir payer parce qu'elles ont compté sur peut-être un homme qui les a déçues, tu vois ou pas, qui n'a pas assuré ou qui s'est servi de ce pouvoir-là pour la laisser en bas. Et donc, après, bah, c'est normal qu'elle aussi, elle veut pouvoir... qu'elle ait envie d'avoir un peu de pouvoir, elle aussi, tu vois ce que je veux dire, et de pouvoir payer ses propres trucs. Et je respecte, moi, je te dis la vérité, ma mère, c'est une entrepreneuse. Vous savez, elle a toujours travaillé, elle a toujours... tu vois ce que je veux dire, elle n'a jamais compté sur mon père. Mes deux parents, c'est des entrepreneurs. Tu vois, mon père était restaurateur, ma mère, elle avait une boîte dans l'informatique, tout ça. Et elle a tout fait toute seule, elle avait plein de gens qui bossaient pour elle. Et elle a monté, elle est partie de rien. Mais je trouve ça aussi très... Donc ça, je le respecte. Ma sœur, ma grande sœur, paix à son âme, c'était une entrepreneuse. Elle a monté des magasins, elle a voyagé dans le monde entier. Enfin, je connais ce schéma-là et je l'aime beaucoup aussi. Je le respecte à fond. Les femmes indépendantes, les femmes qui, tu vois, qui travaillent. Mais respect à elles, tu vois. Mais maintenant, je crois qu'aussi une femme peut choisir de dire, bah voilà, moi je travaille pas, c'est mon mari qui paie. Par contre, je vais m'occuper des affaires de la maison. Et comme un mari, demain, il y a des couples qui marchent comme ça aussi. Des fois, c'est la femme qui travaille, c'est le mari qui est à la maison. Hein. Maintenant, il y en a de plus en plus, tu vois. Chacun voit midi à sa porte, tu vois. Moi, je te donne mon point de vue, tu vois. Moi, je préfère ce schéma-là. Je trouve ça plus ordonné. Moi, par exemple, tu vois, jeune, en étant enfant, je sais que j'ai souffert de ne pas pouvoir être assez avec ma mère, tu vois, parce qu'elle travaillait beaucoup. Et tu as vu, le lien entre la mère et l'enfant, c'est un lien différent du lien entre le père et l'enfant. Ouais. La mère, c'est... Tu as besoin d'être proche d'elle, tu vois ce que je veux dire. Quand elle travaille toute la journée. Bah, t'es moins avec ta mère. Moi, j'étais souvent tout seul chez moi, tu vois. Et quand ma mère, elle était là, waouh, tu vois, j'étais content qu'elle soit là, tu vois ce que je veux dire. Si j'avais eu ma mère toute la journée avec moi, peut-être que j'aurais été un autre homme, tu vois. Sans mettre le blâme sur elle, puisqu'elle a fait les choses quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais t'as ouais, je comprends. Tu vois comment je vois le truc. Ouais. La mère, c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire. L'homme, la mère a un lien avec l'enfant, tu vois ce que je veux dire. En fait. C'est fou, c'est inexplicable parfois, tu vois ce que je veux dire. On est tous, on aime tous nos mères plus que tout, tu vois ce que je veux dire. C'est incroyable. Sans rien enlever au père, mais c'est juste sans rien enlever au père, bien sûr. C'est différent. C'est différent. Et puis même, tu viens d'elle. Tu sais, tu viens d'elle. Ouais, t'étais en elle pendant 9 mois. Elle a profité de toi 9 mois de plus que ton père. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'étais vraiment avec elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est fou. C'est incroyable. Et donc, ouais, tu vois, une maman qui travaille, je l'ai vécu. Ça me faisait mal des fois de l'avoir tué comme ça, de se fatiguer comme ça. Truc. Ça me faisait... Voilà. Et parce que mes parents s'étaient séparés quand j'étais jeune, tu vois. Mais c'est pas parce que mon père assurait, tu vois. Mais lui aussi était entrepreneur et il courait partout. Donc en vrai, des fois, je me dis, putain, j'aurais bien aimé avoir une famille où, vas-y, mes parents, ils sont là, en fait. C'est ça. À la maison. Moi, je pense que c'est pour ça qu'à un moment aussi, je me suis retrouvé un moment dans la rue, tu vois. À rester avec les gens parce que, bah, à la maison, il n'y avait personne. Il n'y a personne. Mon père était en train de travailler. Pour nous, hein. Mais... Tu sais, au début, tu joues à tous les jeux de la PlayStation. Après, vas-y, tu mets la télé. Après, vas-y, tu sors, en fait. Ça y est, j'ai plus rien à faire chez moi. Tu jouais au foot, toi? T'as joué au foot? Un petit peu, ouais, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai joué. J'étais pas un grand joueur. Je me débrouille en défense. Je suis physique, je te lâche pas. Je suis pas très technique, mais je suis assez physique et ça va. Je tiens sur mes jambes.
That's what's up, man. Jarod le caméléon. Je vais shout-out les ministres. Avant qu'on quitte, juste shout-out tous les ministres de Patreon. Gros shout-out à vous, les ministres. On est ensemble de Paname. On est là, shout-out encore une fois, Courvoisier et Jamil Jewelry pour la force. Alors, tous les ministres, shout-out. Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town, Big shout-out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg, Let Me Cut Your Hair, J. Magistrat Saints, Dopemore, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zedelax et Jeunel graphiste. Gros shout-out à tous les ministres, man. Pour être un ministre, allez sur patreon.com/rapolitique en début du mois, préférablement quand les places se libèrent. On est toujours là. Avec Jarod, ça va continuer sur Patreon. Assurez-vous, suivez le mouvement. Donc, c'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent présentement? Restez branchés. Il va se passer plein de choses. Restez branchés dans tous les sens du terme. Exactement. On va voir beaucoup de choses cette année, je pense. Straight up. Et est-ce que tu planifies revenir sur Montréal? J'ai hâte. Je te dis la vérité. Si je peux, si mon planning le permet, je vais essayer de venir cet été. J'aimerais beaucoup. Nice. Vraiment, ce serait un kiff. Mais je t'ai dit, mes gars me manquent vraiment, tu vois. Tous mes gens là-bas me manquent vraiment, tu vois. Et j'espère, avant la fin de l'année. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu viens, on pourra faire de quoi. On pourra s'organiser de quoi, justement. Shout-out à Lucas, l'Arena, one time. On se revoit là-bas, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. So, we out like that. Ça continue sur Patreon. Rap politique sur Paname.